Oui. Et nous accueillons Philippe Gilbert de l'IFP Énergie Nouvelle. Enchanté. Vous êtes un spécialiste du brassage de vent. C'est ça, c'est gentil de m'introduire comme ça. C'est une belle présentation. Belle présentation. Moi, je peux aller dans le public. Bah oui. Je peux aider. Bien sûr. J'ai un micro. Ça, c'est pour vous. Bah c'est le but, puisqu'on D'accord. va jouer à un vrai On va faux. jouer. Donc on va jouer avec le public. D'accord. Donc vous êtes un spécialiste, Philippe, des éoliennes. Ces beaux et grands engins. C'est ça. C'est ça. Vous êtes prêts à jouer avec nous? Je suis prêt à jouer avec Parce vous. qu'on est là pour déjouer les idées reçues qu'on peut avoir sur les éoliennes. Donc on a toute une série de questions. Il va falloir répondre par vrai ou par faux. Et après, on donnera quelques petites explications. On est d'accord? On est d'accord, On est je suis d'accord prêt. Allez-y. Première question? Ok, c'est parti. Première question. Les éoliennes font du bruit. Vrai ou faux? Il paraît que oui, mais j'en ai jamais entendu en fait. Vous n'habitez pas près d'une éolienne? Non. Vous ne savez pas trop, madame? Moi, je dirais vrai, même si j'en ai jamais entendu. Je dirais faux. Ah ah. Oh, c'est partagé. Les monsieur. avis sont partagés. Et je crois que c'est vrai, ça dépend de la puissance du micro. Bah, je pense que vous avez déjà une bonne approche, effectivement. Oui, je pense. Oui, également, je pense. Oui, je pense. Bon, Je pense pas. Attendez, c'est partagé. bon, ok. Levez la main. On n'est pas tout à fait sur du 50-50. Qui pense que ça fait du bruit? Levez la main. Et qui pense que ça n'en fait pas? Bon, il y a une petite majorité pour oui quand même. Bah, je crois que c'est la majorité qui l'emporte, Philippe. C'est ça, c'est la majorité. Comme souvent, c'est la majorité qui l'emporte. Donc oui, les éoliennes font du bruit. Maintenant, la vraie question, c'est combien? Est-ce que c'est dérangeant ou pas? Donc il y a une législation en France qui impose que les maisons soient installées à au moins 500 mètres d'une éolienne. D'accord. Pour que justement le bruit perçu par les gens et que l'environnement soit jamais au-dessus de 30 décibels. Et alors ça, Alors. c'est peu importe la taille de l'éolienne? Voilà, c'est ça. Donc la législation est claire. Plus loin? Non, ben, en fait, l'idée, c'est que justement, on estime qu'à partir de 500 mètres, quelle que soit l'éolienne existante actuellement, en tout cas, on soit à peu près à 30 décibels. Donc c'est à peu près la conversation, le bruit que font des gens qui sont en train de parler, quoi, en gros. Oui, bon, 500 mètres, on est tranquille normalement. Voilà, ça reste admissible. Ouais. Ouais, alors comment on fait pour mesurer le bruit d'une éolienne? Alors c'est très simple, on se place à différentes distances et puis on va avoir des capteurs, des micros finalement, Des micros. et on va mesurer ça, quoi. Voilà. Ok. Et alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi un bruit d'éolienne? Ça fait vous. Ah, tu le fais bien, je trouve. Je fais bien l'éolienne. Ah ouais. Alors je vais pas vous la faire. Ah. Je suis désolé. Donc une éolienne, la plupart du temps, c'est quand même les basses qui peuvent embêter qui pourraient embêter les gens ou l'environnement en tout cas. Et du coup, effectivement, il y a un cyclage, puisque avec une certaine fréquence, les pales vont passer devant le mât, devant la tour de l'éolienne. Et donc c'est à cette occasion-là, notamment, que le bruit va se faire entendre, mais pas uniquement. On a aussi donc ça, c'est la partie aérodynamique du bruit, mais on a aussi une partie du bruit qui vient de la mécanique qui est inclus dans la nacelle de l'éolienne, donc au sein de l'éolienne. Et donc là, ça va être plus des frottements mécaniques de type pignon ou des choses comme ça, quoi. Mais alors ça veut dire qu'il suffit d'huiler un petit peu et puis ça arrête de faire du bruit, non? Ça doit être ça, oui. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits justement pour réduire les bruits au cours du temps. Et donc maintenant, on va capitonner les nacelles, on va essayer d'isoler tout ça. Et même sur les pales, on va essayer en bout de pale d'installer des dispositifs un petit peu flexibles pour réduire le bruit que les pales vont pouvoir faire. Et puis si on fait une comparaison peut-être avec quelque chose qu'on connaît mieux, Fred, je sais pas, le trafic routier, ça te parle ça, le bruit du trafic routier? Oui, mais c'est la même chose. C'est pareil. Ça dépend si je suis loin ou pas de l'autoroute. C'est la même chose? Bah, c'est la même chose, effectivement, c'est une source de bruit. C'est une source de bruit, comme je disais tout à l'heure, qui est plutôt centrée vers les basses, et donc un petit peu comme le trafic routier. Par contre, la différence, c'est que... Enfin, la différence. Non, mais en fait, ça s'exprime un petit peu comme vous disiez en termes de distance. Et là, on revient sur la législation qui donc impose une distance de 500 mètres entre toute habitation et toute éolienne, quoi. D'accord, bon, très bien. Question suivante. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Nous sommes prêts. On est prêts. L'énergie éolienne permet d'alimenter des milliers de foyers. Vrai ou faux? L'énergie éolienne permet d'alimenter des milliers de foyers. Moi, je dirais non. Je dirais oui. Est-ce qu'on peut préciser un tout petit peu? Voilà, Parce que oui. ça veut dire Effectivement, c'est quoi, un des petit peu milliers de flottant. foyers? Alors, Ça dépend combien on a d'éoliennes. alors Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Alors moi je veux rien dire par là, mais la question j'imagine doit plutôt s'apparenter à est-ce que l'énergie éolienne permet d'alimenter des milliers de foyers en France à l'heure actuelle? C'est un peu plus plus pas comme ça, mal je pense. comme ça. Est-ce qu'actuellement il y a des milliers de foyers en France qui sont alimentés par l'éolien? Je pense. Monsieur pense. Monsieur, vous en pensez quoi? Oui. Oui, c'est possible. Madame? Oui. Jeune homme? Oui. Oh, il y a beaucoup de oui, hein. C'est probable. Ah, une prudence un petit peu, ça fait pas de On se mal. mouille pas trop. Il y a beaucoup de oui pour le moment, monsieur. Probablement. Oui. Oui. Probablement. Bah alors, Personne n'ose dire non. Hein. Allez, moi Donc, je dis non. du coup, on est plutôt sur le oui. Et effectivement, il y a plusieurs milliers de foyers qui sont alimentés par l'énergie éolienne. Alors, il faut juste préciser quelque chose. C'est une énergie qui est alternative. Ce qui veut dire qu'évidemment, elle dépend de la force du vent. Donc, en fonction du vent, on va avoir ou non de la production d'énergie. Donc, il faut bien imaginer que ce n'est pas des foyers qui vont être alimentés en continu tout au long de l'année par de l'énergie éolienne. C'est juste que dans le système énergétique français, il va y avoir une part de l'énergie qui va être créée par l'éolienne. Jusqu'à maintenant, c'est de l'ordre de 4,5%. Et on veut monter cette part-là à beaucoup plus. Ici, 2030, on est censé être vers les 30%. Enfin bon, ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc oui, il y a plusieurs milliers de foyers qui sont alimentés par une éolienne. On compte en général pour 1 mégawatt de puissance d'éolienne à peu près 1000 foyers. Donc j'ai besoin d'une précision. Normalement, toute énergie qui est produite rejoint le réseau global. Donc on peut, même si on est très très loin des éoliennes, en fait, on peut avoir une partie de son énergie qui est fournie par des éoliennes. On peut habiter à Marseille peut-être et puis avoir de l'énergie qui a été produite en Bretagne. Alors dans l'absolu, c'est vrai. Cela dit, l'acheminement de l'énergie, si l'énergie parcourt un trajet important, on va avoir une déperdition. Donc on veut essayer d'éviter cette déperdition. Du coup, j'imagine quand même qu'on reste sur une utilisation plus ou moins locale dans la mesure du possible. Merci. Question suivante. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, pour faire de l'énergie éolienne, il faut quand même du vent. Oui. Est-ce qu'il faut beaucoup de vent pour faire tourner une éolienne? Est-ce qu'il en faut beaucoup? Oui, ça c'est une bonne question parce que c'est énorme quand même pour déplacer cette masse. Est-ce qu'il faut beaucoup de vent? Je pense qu'il y a un minimum et un maximum, sinon les pales, si elles tournent trop vite, ça peut prendre feu. Ah, si ça tourne trop vite, ça peut prendre feu, ça je suis pas sûr. Mais il y a un minimum et un maximum. Ce serait combien le minimum de vent à votre avis? En kilomètres/heure? Non, je sais pas. Madame? Je ne sais pas. Vous avez une idée, les garçons? Je pense qu'il ne faut pas beaucoup de vent. Il faut pas beaucoup de vent? Une moyenne de vent normal. Très bien, une moyenne de vent normale. Ça vous convient? J'arrive pas à avoir une vitesse pour le moment. Madame? Moi, j'ai pas mieux que le petit, je trouve ça très bien. Elle est pas mal, hein. Est-ce que vous avez une idée? 30-60 km/h. Il faudrait 30-60 km/h pour faire tourner une éolienne. C'est vrai que c'est très très important. J'en ai aucune idée. Aucune idée, monsieur? Faux. Il faut beaucoup. Faux. Bah, on va voir, hein. D'accord? Je dirais faux aussi. Ok. Moi aussi. Et je pense que, je sais pas, pour donner une fourchette, je dirais entre 10 et 60 aussi. Kilomètres/heure. C'est une bonne... On peut peut-être voir la réponse. Je sais pas, ok, on y va pour la réponse. Allez, on y va pour la réponse. C'est vrai ou faux? Est-ce qu'il faut beaucoup de vent? Alors, est-ce qu'il faut beaucoup de vent? Tout est relatif. C'est une réponse de Normand. Ok. Où il y a d'ailleurs beaucoup de vent. Donc, on reste dans la thématique. Donc, du coup, on commence à produire à peu près 10 km/h de vent. Donc, bravo. Pas mal. Beaucoup. Non, effectivement. Ça, c'est pas beaucoup. Donc, ça, c'est pas beaucoup. Et on s'arrête. Enfin, c'est pas beaucoup. Donc, la réponse, c'était faux. Voilà, d'accord. Et plutôt faux, oui. Et on va jusqu'à à peu près une centaine de kilomètres/heure, à l'issue desquels on arrête le dispositif, non pas pour que ça prenne pas feu, mais pour éviter de casser le dispositif tout simplement, quoi. Voilà. D'accord, donc si on l'arrête, c'est-à-dire qu'on bloque les pales? Il y a plusieurs manières de faire. Donc les pales peuvent pivoter. Donc on va faire pivoter les pales pour qu'elles aient moins de surface au vent. Un peu comme un bateau qui va avoir une voile qui va flotter, pour plus avancer. Bah là, c'est exactement le même système. Pour qu'il n'y ait plus de résistance, finalement. Exactement, c'est ça. Donc on va tourner les pales pour que justement il y ait moins de résistance possible. Et puis on va aussi actionner des freins. Voilà, tout simplement.
D'accord. J'ai une petite question complémentaire. Une petite question complémentaire. En cas de très forte... J'espère que ça... C'est pas une des questions suivantes, je pense pas. En cas de très forte tempête, il y a une prise au vent quand même. Il n'y a pas de risque. Ici, il y a des risques, mais les risques sont calculés, justement. Ça, ça fait partie du travail, de notre travail, à nous, de designers d'éoliennes et de supports flottants quand elles sont flottantes. Donc, justement, on essaye de prendre en compte ces risques-là et de proposer des solutions, et notamment de solidifier ce qui doit l'être ou au contraire d'assouplir ce qui doit l'être pour que, justement, ça ne casse pas quand il y a des rafales importantes. On adapte les dispositifs en fonction des environnements. Madame, vous avez une question? Je voudrais savoir en fait s'il y a une différence entre les palmes qui tournent et la production d'électricité. Est-ce que le fait de tourner, ça produit automatiquement l'électricité ou il faut que ça tourne à un certain moment avant de pouvoir produire l'électricité? Alors, de manière générale, il faut quand même... Enfin, déjà, si ça ne tourne pas, il n'y a pas de production. On est d'accord avec ça? Ok. Après ça, effectivement... Donc tout à l'heure, je parlais de entre 10 et 100 km/h de vent, et c'est vers 45 km/h de vent qu'on va avoir un optimum, ce qui signifie qu'à peu près 45 km/h de vent, pour l'instant, on va avoir les pales qui vont tourner à une certaine vitesse, et cette certaine vitesse qui va permettre de produire le plus d'énergie pour une éolienne donnée. Voilà. Après, donc plus ça tourne vite, plus ça va produire. Okay. Et on peut avoir une rotation très très faible qui ne va pas produire, mais qui va plus, comment dire, servir à entretenir le système. C'est-à-dire que si jamais ça ne tourne pas du tout pendant très longtemps, le système pourrait se gripper un petit peu, auquel cas on peut faire tourner un petit peu à vitesse très réduite. Voilà. Donc il existe des cas, mais pas classiques, où on va avoir une rotation sans production. En général, ça tourne, ça produit. On en voit parfois qui tournent vraiment très doucement dans le paysage. À ce moment-là, elles ne produisent pas ou elles produisent? Alors, ça dépend. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quand j'ai des images en passant sur la route où parfois elles tournent vraiment en Suisse, peut-être? Non. Ah non. Non. Pour le coup, quand elles tournent très doucement, elles produisent très peu. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a quelques cas où on va avoir une petite rotation pour entretenir le système, quoi, disons. Merci. Question suivante? Allez, question suivante. L'énergie éolienne est 100% propre. Vrai ou faux? Je m'approche de vous. Alors, vrai dans le sens où c'est une énergie renouvelable, et faux parce qu'il y a toute la question de la production de l'éolienne en elle-même. Ah, on va attendre la réponse. Madame? Oui, c'est propre. C'est propre. Monsieur? Moi, j'espère, parce que sinon, ça ne vaudrait pas vraiment le coup. C'est une très très bonne remarque. Madame? Tout dépend du ratio entre en effet l'énergie qu'on utilise et les matériaux qu'on utilise pour sa production et le rendement derrière. C'est bien assimilé pour tout le monde aujourd'hui. Une énergie propre, c'est pas seulement parce qu'elle est produite avec du vent, c'est aussi dans quel matériau, comment c'est recyclé et tout. On en a déjà parlé aujourd'hui, c'est intéressant. Allez, une dernière réponse à votre avis? Je pense que c'est vrai. C'est vrai. Alors? C'est vrai ou c'est faux? Alors, c'est plutôt vrai, on va dire. Donc, il y a beaucoup de vérités qui ont été dites. En l'occurrence, c'est une énergie propre dans le sens où, effectivement, le vent, c'est une énergie renouvelable propre. Par contre, quand on analyse le cycle de vie dans son entièreté, évidemment, il faut des matériaux et évidemment, il y a un certain travail pour pouvoir construire des éoliennes. Mais ça, c'est vrai pour tout système, finalement. Donc, un système énergétique qui pourrait se prévaloir de zéro émission de carbone, y compris dans la production, ça n'existe pas. Donc ce qui est intéressant, c'est que, un, c'est propre, et deux, dans la manière de fabriquer le système, on est plutôt plus propre que les autres. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le dire plutôt. Et donc là, on a même une production de CO2 qui est inférieure, dans la construction du système éolien, qui est inférieure à la production de CO2 pour le solaire, par exemple, le solaire photovoltaïque. Donc on est plutôt très performant de ce côté-là. Donc c'est plutôt vrai. Donc on est plutôt propre comparé à d'autres. Oui. Ok. Merci beaucoup Philippe d'avoir joué avec nous. Merci à tout le monde d'avoir participé. Je vous invite à rejoindre Axel au bar de la science pour continuer cette conversation passionnante. Et oui, Elodie, on attend Philippe Gilbert avec impatience. On est toujours avec José Sarrazin et Jean-François Bourrier qui travaillent tous les deux à l'Ifremer. Alors du coup, on va pouvoir parler de ce qui se passe
au fond de l'eau quand on installe une éolienne, parce que je pense que tout le monde aura quelque chose à dire. Alors, je voulais juste, en vous accueillant, Philippe Gilbert, déjà rappeler que vous travaillez à IFP Énergie Nouvelle, vous êtes ingénieur d'études, et vous signifiez qu'on a reçu beaucoup de questions sur Facebook concernant l'éolien, et j'aurais aimé commencer par ça. Du coup, comme on parle sous contrôle de gens qui connaissent ce qui se passe au fond de l'eau, je vais vous poser cette question de UI40. Les éoliens offshore ont-ils un impact sur la répercussion ou une répercussion sur la vie aquatique, c'est-à-dire au fond de l'eau ou alors peut-être à la surface? Est-ce qu'on sait des choses là-dessus? Alors oui, on sait des choses là-dessus. Pour le coup, il y a déjà eu des éoliennes qui ont été installées. On a un petit retour d'expérience sur ça. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est un petit peu comme une épave qu'on va mettre au fond de l'eau. Il y a une vie qui va se créer autour de l'épave. Donc on a plutôt tendance à dire que l'influence d'établissement d'éoliennes en mer est plutôt positive, quoi. Jean-François Bourrier, sur ce sujet. La seule réserve qu'on pourrait faire, c'est plutôt les matériaux qui sont utilisés, notamment les peintures anti-fouling, etc., qui pourraient avoir une influence un peu néfaste, mais de manière globale, je pense que c'est plutôt positif. Vous confirmez? Ah, peut-être qu'on va attendre que le micro... Je vais répondre comme... Il marche là? Oui, je crois qu'on vous entend. Oui, je vais répondre un petit peu comme la plupart des réponses. Et peut-être, il y a du oui, il y a du pour, il y a du contre. C'est-à-dire que la phase de construction, c'est forcément quelque chose d'assez néfaste. C'est assez violent. C'est violent. Il y a des techniques pour éviter les bruits. On masque le bruit avec des nuages d'eau, de bulles par exemple. Après, il y a la phase de production d'électricité où là, tout doit s'inscrire dans ce qu'on appelle la gestion de l'espace maritime, c'est-à-dire partager la ferme maritime avec les producteurs d'électricité, mais aussi avec les pêcheurs, avec le loisir. Et on sait que ces fermes-là jouent comme une aire marine protégée. Et les expériences qui ont été menées directement sur les productions de poissons en Alaska, sur le saumon, où il y avait une surpêche, à partir du moment où on a créé des aires marines protégées avec interdiction de pêcher, les pêcheurs, d'abord réticents, mais après ils ont pêché autour et ils ont obtenu un équilibre entre la production de cette aire marine protégée et la production qu'ils pouvaient en tirer. Donc, on doit pouvoir faire travailler tout le monde en bonne harmonie autour des plateformes éoliennes. On va y revenir, mais juste je voulais rester, Philippe Gilbert, sur l'installation d'une éolienne offshore. Comment on installe une éolienne? Ça veut dire comment elle tient, comment elle est en mer et qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle reste? Alors, donc l'installation, c'est une installation de grande envergure déjà, parce qu'il faut s'imaginer que c'est un peu comme l'objet on a une maquette là en face de nous, je ne sais pas si on peut la voir. Mais... On peut essayer de la rapprocher, peut-être. Je vais aller la chercher. Je vous laisse continuer de répondre, je vais la chercher. Alors, donc c'est des objets qui sont vraiment, vraiment très grands. Les éoliennes les éoliennes de dernière technologie qui vont être créées vont avoir des pales par exemple d'une centaine de mètres, donc il faut imaginer une distance entre le bas du mât jusqu'au haut de la pale qui va être de l'ordre de 250-260 mètres sur les plus grandes qui vont être créées, donc c'est quelque chose de vraiment gigantesque. Donc ça pour le coup c'est disons un support flottant qui a été designé par une société qui s'appelle SBM et l'IFPEN. Donc ça flotte sur l'eau. Voilà, donc ça, c'est-à-dire que ça, c'est construit à quai. Ouais. C'est pas le cas pour toutes les technos, mais pour celle-là, c'est le cas. Tout est construit et assemblé à quai. Et on va remorquer l'ensemble sur l'eau. Alors évidemment, quand il est beau, pas sur gros temps. Et une fois qu'on est sur la zone de production, on va ancrer le support flottant. Donc là, voilà, on tire des câbles à partir d'ici, c'est ça, qui vont jusqu'au fond de l'eau. Exactement, voilà. D'accord. Donc du coup, toutes les éoliennes flottantes vont être ancrées sur le fond de l'eau pour évidemment qu'elles restent en place. Et puis, il y en a d'autres qui, pour des profondeurs inférieures, vont être posées sur le fond de la mer. Auquel cas, on ne parle pas de câbles, elles sont vraiment posées, quoi. Combien ça pèse ce qui masse parce que si ça fait 200 mètres de haut, ça va peser. J'ai pas les chiffres en tête, mais effectivement, c'est une masse d'acier assez importante. Ouais. Et comment on fait flotter quelque chose qui pèse si lourd? Là, en l'occurrence, sur la maquette en question, on a des énormes flotteurs. Là, vous voyez, il y a 3 flotteurs latéraux et un énorme flotteur central. Il faut imaginer que ces flotteurs font, on va dire, une dizaine de mètres. Enfin, c'est des choses importantes. D'accord. Et ça, on répète ça combien de fois dans un parc? Les plus grands parcs, c'est combien de fois une? Alors, à l'heure actuelle, les plus grands parcs éoliens flottants, alors non pas flottants, justement posés, on atteint la centaine d'unités maintenant. Mais voilà, donc c'est des surfaces très importantes. On est à plusieurs fois la surface de Paris, quoi.
Et Jean-François Bourrier, c'est pour ça que vous parlez d'aires marines protégées, c'est quand il y en a 100 comme ça sur une surface, plus de bateaux passent, on ne pêche plus, et tout ce qui est en dessous est protégé, c'est ça? Ah oui, il faut partager l'espace maritime, et les hydroliennes posées sont forcément posées dans les zones de faible profondeur, qui sont des zones de production primaire. Donc toutes les ressources, les poissons qui sont pêchés dans ces zones-là. Donc il y a un vrai conflit, il faut gérer ces conflits. Après, l'intérêt des éoliennes flottantes, c'est qu'on peut les mettre beaucoup plus loin de la côte. On s'affranchit en plus des problèmes de nuisance des riverains qui râlent un peu parce que ça gâche la vue. Et puis, faut bien voir que ça va favoriser la concentration de la vie, la concentration, ce qu'on appelle des DCP, des dispositifs de concentration de poissons. Donc ça, c'est autour des câbles, sur les socles au fond, juste parce que les bateaux ne passent pas. Le flotteur va suffire pour que, voilà. Mais alors après, il va falloir ça va rentrer en compétition entre accepter qu'il y ait des algues sur le flotteur et puis les ingénieurs qui vont dire moi je veux un flotteur propre pour pouvoir l'entretenir. Vous voulez des flotteurs propres? Alors c'est un peu ça, mais c'est surtout en termes de masse qu'on raisonne. Combien il va y avoir de développement de coquillages, de moules, de tout ça qui vont s'agglutiner autour du flotteur parce que ça représente une certaine masse importante. Et en fait, il faut anticiper la question et designer le tout pour que, une fois que ça arrive, parce que ça arrivera, ça tienne encore le coup, évidemment. Est-ce que déjà, vous travaillez ensemble, biologistes, gestionnaires de ressources de pêche, créateurs d'éoliennes, pour peut-être imaginer ce que sera la suite, c'est-à-dire un endroit où on concentre la vie, on produit de l'électricité? Est-ce qu'on en est vraiment là? J'ai pas de réponse définitive sur le sujet, je crois pas, mais pour le coup, il y a des choses à faire, j'imagine, sur le sujet. José Sarrazin, c'est un projet qui fait rêver, dit comme ça. On fait de l'électricité, on concentre des ressources pour l'alimentation. Oui, pourtant, on a encore du chemin à faire, j'ai l'impression. Oui. Justement, le moment où on installe, probablement que la faune benthique, du coup, est-ce qu'on a un recul sur le retour de cette faune benthique? Parce que c'est des forages, en fait, l'ancrage. Alors, non, c'est pas forcément des forages. Il y a des ancrages qui vont être gravitaires, donc c'est vraiment des gros poids, quoi. Donc, voilà. Mais alors, par contre, c'est vrai que pour le coup, l'installation, on imagine donc avec ces dimensions-là, l'installation représente, on va dire, un trouble pour localement. Pour l'environnement, voilà, localement et disons temporairement, même s'il y a des systèmes qui existent pour essayer de diminuer ce problème-là. Mais non, il n'y a pas de cette technologie-là, il n'y a pas de forage. Il existe des technologies pour lesquelles on a des forages, mais c'est surtout pour le poser à ce moment-là. Parce qu'évidemment, quand on va poser une grosse éolienne par 30 mètres de fond, par exemple, il va falloir maintenir ça au fond. Et là, pour le coup, il peut y avoir des forages d'opérer, oui.